Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Notre invité est enseignant, chercheur, expert en sécurité. Nous parlons du professeur James Boyard qui va commenter l'actualité autant que faire se peut pour le public de Métropole ce matin. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Professeur Boyard, bonjour. Ça fait quelques jours nous n'avons pas parlé. Bonjour Wendell, bonjour Métropole, bonjour tous les téléspectateurs et auditeurs Radio Télémétropole. Oui, ça fait plus d'1 an et demi depuis que nous faisons retrait par rapport aux médias. Nous commençons à avoir un congé sabbatique forcé. Mais il y a une raison qui justifie ça. OK. Et raison, ça est privé, est personnel. Bon, plus ou moins, mais au moment opportun, m'a évoqué raison, parce que la nation doit être au courant de tout ce que j'ai traversé depuis la publication de mon ouvrage, le procès de l'insécurité, problèmes, méthodes et stratégies. Et un ensemble de persécutions à la fois politiques et administratives qui sont liées justement à mes prises de position par rapport au contexte de sécurité, par rapport à la gouvernance. En ma qualité de journaliste, pas journaliste enquêteur, mais espérez que je suis au courant de quelques raisons déjà. En avant s'y mettre. Et en tout cas, je suis content de gagner au matin, je suis content pour t'y brasser l'idée. Puisque là, si vous voulez, je privilégié, si vous voulez, étiquette expert en sécurité par rapport à ça qu'on vit là aujourd'hui. Et par contre, je me parler de drame hier, et parce que même si pas une nouvelle qui fait état de la mort de victimes, même quand il y a des blessés, je crois qu'il y a pile de monde qui perd des affaires, bandits envahis les hauteurs de Pétionville hier, en pile de dégâts faits, il y a des personnalités importantes et utiles au pays qui sont victimes de braquage. Ils volé, bandits entre la caillou, ils pillé caillou. La nouvelle, ça va venir joindre nous-mêmes en tant que monde qui connaît des conseils dans la question de sécurité. Comment la nouvelle, ça va arriver sur James Boyard? Je suis capable de dire que moi, je n'ai pas été étonné. Je n'ai pas été étonné de cette nouvelle dynamique parce que c'était prévisible depuis au moins 3 ans. Et je n'ai pas cessé de tirer la sonnette d'alarme autour de cette possibilité. Parce que, Wendell, il faut bien comprendre la situation. C'est que cette dynamique d'insécurité à laquelle fait face le pays, elle est traversée par un ensemble de phénomènes nouveaux et que nous sommes capables de catégoriser, nous sommes capables de compter au nombre de 5 ou 6. Et il y a un phénomène nouveau, il y a une dynamique nouvelle de phénomène d'insécurité, c'est la dynamique d'extension territoriale des gangs. Vous connaissez que les politologues et les sociologues haïtiens ont divisé au moins l'aire métropolitaine de Port-au-Prince en 3 grandes catégories de communautés locales, ou encore en 3 grandes catégories de quartiers. Première catégorie, c'est ça, les quartiers en situation de précarité sévère. C'est ils ont été regroupés Cité Soleil, Bel-Air, La Saline, etc., Grand Ravine, etc., qui fait face justement à un certain contrôle effectif des gangs. Et sans compter des problèmes socio-économiques et infrastructurels. Et puis, deuxième grande catégorie de communautés locales ou quartiers, c'est les quartiers en transition. Les quartiers en transition, c'est notamment les quartiers de Babetchose et un peu les quartiers de Carrefourfeuille, de Delma, Boisverna et toujours, etc. Et pour ça, parce que quartier ça, au moins, ils bénéficié de certaines infrastructures fonctionnelles, même lorsque ils ont exposé à certaines incursions des gangs. Et puis, nous gagnons les quartiers, troisième grande catégorie, c'est les quartiers en situation avantageuse. Situation avantageuse, c'est les quartiers comme Belleville et La Boule et les grands quartiers de Pétionville, etc. Maintenant, c'est justement cette division en 3 grandes catégories qui ont permis justement aux agences des Nations Unies de diviser l'espace métropolitain en zone rouge, zone orange et zone verte.
d'accord, en raison du degré de menace des gangs. Aujourd'hui, avec la dynamique d'extension des gangs, eh bien, il n'y a plus lieu de parler de cette division. Il n'y a plus lieu de parler de cette division. La preuve, c'est l'offensive des gangs hier à la boule 12 qui s'est un haut lieu de la petite et de la haute classe moyenne et de la petite et la grande bourgeoisie. Donc, ce qui fait que pas de quartier, pas de espace jeudi qui pas exposé aux menaces des gangs. Même pas seulement à un risque d'incursion des gangs, mais même à un risque de contrôle plus ou moins effectif des gangs. C'est ça nous avons vivre là malheureusement hier à la boule 12. OK. Maintenant, avec extension territoriale des gangs, nous avons l'impression que personne ne vient pas à l'abri. Tout le monde est menacé. Et là, est-ce que nous ne sommes pas capables de dire, même catégorie, monde, je ne vais pas parler de catégorie de secteur, tant que Jean-Saud fait là, non, monde que vous catégorisez, ou bien vous indexez comme étant les cerveaux, ou bien monde qui a financé gang. Donc, ça t'a dit tout que, étant donné que tout le monde risque de perdre du contrôle gang, et que tôt ou tard, que la privée sur eux tout eux-mêmes. Depuis 2019, j'avais fait un tweet pour dire justement que les gangs vont s'autonomiser tôt ou tard, parce que les gangs sont mus par une logique criminelle. Et même lorsqu'il y a des acteurs politiques ou encore ce que j'appelais à l'époque les mecs politiques de l'ombre, de l'insécurité, qui t'a financé, qui t'a téléguidé Gangyo, eh bien tôt ou tard, Gangyo a évolué en fonction de leur propre logique criminelle. Parce que la logique criminelle là, il est très forte. Il est encore plus forte que le fait que y ait des commandes politiques. Et ou après que c'est pas Kounia que Gangyo a entreprendre des actions qui rentraient en contradiction même avec des intérêts même de leurs fournisseurs. Tôt ou tard, il y avait une autonome. Et est-ce que nous ne sommes pas en phase dans là déjà? Non, mais il est déjà autonome là. Il est déjà autonome, mais la seule chose c'est que il est capable de considérer le fait que il y a des alliances avec certains acteurs avant que yo attaqué certains quartiers, yo prend le soin puis yo identifier les propriétés, les résidences de leurs donneurs d'ordre ou de leurs anciens donneurs d'ordre. Puis yo pas attaquer et business ou bien résidence mounsaï. Mais des fois yo kon moun yo sur le terrain qu'on ne pas prêter attention à ça, et bien yo attaquer tout le monde. Mais faut nous préciser tout, c'est que dynamique d'extension, il ne faut pas avoir uniquement menace là, et seulement en termes de violence qui a exercé sous toute catégorie de monde. Parce que la dynamique d'extension des gangs, il avait un ensemble d'autres aspects, un ensemble d'autres phénomènes déstabilisateurs. Par exemple, à chaque fois que gang prend plus quartier, ça privé. Quartier, ça y a des gens qui vivent sous eux, les gens sont obligés de déplacer. Depuis juin 2023, ils ont été classés, ils ont été comptabilisés au moins plus de 310 000 personnes qui étaient déplacés. Et depuis après l'offensive des gangs sur Carrefour-Feuille, plus de 310 000 personnes. Mais je dis, le pourcentage a augmenté extrêmement en termes de personnes déplacées. Maintenant, en termes d'accès des écoliers à l'éducation, c'est encore pire. Parce que jusqu'en février 2023, nous avons gagné au moins l'école sous cap qui était affectée qui était obligée de fermer parce qu'elle était affectée par la violence ou par la présence et des gangs. Eh bien, en dépit d'un effort colossal réalisé par le ministre de l'Éducation nationale, pour peut-être récupérer certaines écoles, mais je dis à ça qui passé, c'est qu'en raison d'extension territoriale, ça, non seulement vous gagnez présence gang autour de certains espaces certaines infrastructures écolières, mais les gens qui déplacent autour, ils sont obligés de regrouper à refuge dans des sites dont les établissements et les infrastructures écolières. Donc, ce sont manque à gagner également pour ces élèves-là qui attendent justement le pain de l'instruction. Sans compter avec toutes les conséquences humanitaires que le fait que moun sa va vivre dans des conditions sociales et aussi exécrables, tout phénomène et conséquences humanitaires que ça capote, tant que écoutez viol, le monde la vivre en proximité, maladie et la faim, etc. Professeur Boyard,
dynamique l'a commencé avec des cas d'enlèvement. Ou bien souvelé, nèg commencé à faire exaction dans le quartier, côté où vivre. Et puis, ils ont commencé à faire recrutement, il y a voyé kidnapper moun. Après kidnapping, non, gagné une logique d'encerclement de la capitale que nous vivons, que nous constatons. Et jeudi, ces deux bagailles nous constatons, c'est attaque sur des infrastructures, commissariat, attaque sur palais, destruction des antennes de la police. Et aussi, si nous avons remonté en bagaille récent, attaque qui fait hier dans sous BRH, il y a des bagailles simultanées qui ont fait. Bon, nous va même évoquer. C'est ça, des attaques coordonnées. Des attaques coordonnées, ça ne pas parler de attaque qui était faite sous résidence directeur général police nationale lui-même, qui apparemment, directeur pas de la donne, pas la vivre. Mais il est tellement bien équipé, il n'a pas peur d'attaquer aucun côté, même si on pensait que, même si on connaît qu'il y a une possibilité de une résistance. C'est comme si m'dadou monsieur a gain temps et surestimé capacité par rapport à vis-à-vis. Et c'est Définitivement, pour faire synthèse de l'évolution des gangs, et ceci depuis 2003 et 2007. Il faut rappeler que de 2003 à 2007, il a été comptabilisé gang au nombre de 37 sur l'ensemble du territoire haïtien. Et à partir de 2019, je parle même agence Nations Unies et même agence gouvernement haïtien et je parle de citer par exemple la Commission nationale de désarmement, eh bien, il y a que c'est 162 gangs qui gagnent. Et donc 58% et dans gang ils ont déjà localisé dans l'aire métropolitaine et de Port-au-Prince. Mais je dis, eh bien, nous avons des experts qui sont dans les Nations Unies qui ont parlé de 200. D'autres observateurs osent même parler de 300. Donc, première logique là, c'est une logique de prolifération des gangs. Maintenant, même avec cette logique de prolifération des gangs, les gangs restaient dans leur zone de refuge. C'est-à-dire quartier côté ils ont émergé. Ils ont seulement prendre et faire des incursions sur les grands axes, soit puis ils fait kidnapping, ou bien puis ils fait des détournements de camions de marchandises, puis ils ont retourné dans leur zone de refuge. Parce que à l'époque, il faut disposer de confiance, de capital de confiance, ça y a pour ça, parce qu'il faut avoir accès à des armes de plus en plus sophistiquées. Maintenant, et le fait que l'État ne s'est pas prêté attention à premier phénomène ça, pour te porter une solution avec, et solution nous t'ai proposé dans l'ouvrage et le procès d'insécurité, c'était la phase de confinement qu'il fallait développer une stratégie de confinement pour empêcher aux gangs au moins de déborder sur les grands axes. Maintenant, le fait pour... Excusez-moi, l'on parlait de confinement, est-ce qu'on parlait de barrage et tant que Jean-Luc Mandelil t'es fait là? Justement, il fallait aménager des moyens logistiques spéciaux et pour empêcher aux gangs de sortir sous les grands axes. Et à une certaine époque, on t'apprend qu'on directeur général Ramon Orville, à l'époque où j'étais son chef de cabinet, et avait accepté d'adopter cette mesure. Et mesure, ça a été tellement bas résultat que gang était à plaigner l'empire au premier ministre de l'époque pour menacer qu'il a passé à d'autres actions si on n'a pas retiré bagaille ça. Et finalement, c'est ça qui est fait. Même dans fait marche arrière, donc de toute manière, le DG de l'époque avait pris sous lui la responsabilité de changer de stratégie. C'était d'ailleurs l'une des causes et l'une des raisons pour laquelle j'avais décidé de laisser le poste, c'est-à-dire de retourner sous ma tente, parce que je n'étais pas d'accord avec cette décision, y compris la façon dont on voulait traiter certaines autres questions. Mais une explication à ça, que dans l'État encore, il y a des désaccords. En fait, toujours un désaccord. Mais revenir sur une décision qui était résultat, qui était commencé par résultat, plier les chines, si vous voulez, obéir à pression gangster, qui ça traduit là pour vous-même?
Écoutez, il faut comprendre que depuis l'époque, les gangs développaient, ou du moins certains chefs de gangs développaient des relations intimes, voire des relations intimistes avec certains membres de la classe politique. Et quand je parle de classe politique, je ne parle pas uniquement certains membres du gouvernement, mais également certains membres de l'opposition. Donc, ce qui fait que c'était deux catégories d'acteurs politiques qui étaient représentés les mêmes politiques de l'homme de l'insécurité auxquels se sont associés justement des acteurs du secteur privé. Donc, les gangs qui ont des problèmes, eh bien, ils ont et solliciter un soutien de acteurs qui sont en position de pouvoir, puis on fait pression sur la police. Donc, mais moi-même certain que acteurs ils n'ont pas déjà pensé que la situation est privée là. Parce que la situation vient contre propre intérêt par eux. Ils ont toujours pensé qu'ils ont un certain contrôle sur les gangs, ou du moins au moment opportun, eh bien, ils sont capables d'utiliser des moyens pour évacuer le problème gang là. Ce qui n'a jamais été le cas, malheureusement. Est-ce que ça veut dire que même M. Sayo prend un propre piège par autour? Définitivement, c'est le fait de rentrer dans cette logique d'interaction avec les gangs, eh bien, et leur rentrer là-dedans, ou pas sortir là, parce que de pouvoir flirter avec le milieu criminel, ou flirter avec vagabond, eh bien, vagabond, tôt ou tard, la plante dans le salon, la carrière, pour le bon savoir. Et nous sommes en train d'assister justement à cette dynamique-là. Là, nous tenons compte de l'ensemble des dégâts et des dommages directs que gang ça a fait société. Je dis, un monde pas qu'à circuler, pas qu'on est sous nouvelle loi pour que je dis, même dans la pharmacie, n'est que pillé, avion pas volé, manger pas entrer dans la capitale là, ou capable bientôt pour le malade là, ou pas qu'à jouer de médicaments, parce que les médicaments qui gagnent expiré, ou bien il n'y a pas qu'à importer, gagner une vraie catastrophe humanitaire qui est déjà commencé en Haïti aujourd'hui. On pas penser que James Boyard, tout le monde qui est impliqué, que ce soit dans financer gang, dans bail gang zam, bail gang munitions. Vous pensez que nous avons l'heure que le monde n'est pas obligé de faire mea culpa devant la société? Bon, nous espérons ça, mais nous pas seulement espérer qu'il y a fait mea culpa de manière volontaire, mais aussi que la justice locale ou la justice internationale a forcé au fait mea culpa, parce que faut qu'il y ait monde, faut qu'il y ait vérité qui est établie, qui fait que gang arrive là, comment faire que gang passer à la deuxième étape, ça qui est la radicalisation de la violence. La radicalisation de la violence, elle y a quoi? À la possibilité de ces gangs d'accéder à des armes de plus en plus sophistiquées, qui côté source d'approvisionnement, qui est-ce qui permet de jouer une source d'approvisionnement ça? Qui est-ce qui permet de jouer l'argent ça? Même si bon parti dans l'argent, c'est yo qui jouent à partir de kidnapping, d'extension des cas de vol ou de détournement de camions de marchandises, mais il faut nous sûr que bon soutien institutionnel au moins que dans le terrain, il y a accès à des sources d'approvisionnement pour des armes de plus en plus sophistiquées. Et ce qui est fondamental à retenir, c'est que les gangs de plus en plus, depuis quelques mois, ils ont développé une rhétorique puis ils ont fait être passer tant des acteurs politiques, comme si c'était des révolutionnaires. On n'aurait aucun problème à un tel discours. Mais le problème, c'est que le discours, l'action ne suit pas, l'action des gangs ou l'activisme des gangs ne correspond pas au discours. Parce qu'il y a des groupes illicites qui produisent, qui imposent un discours, ces genres de discours. C'est tel qu'il y a des groupes de rebelles, les mouvements de libération nationale, et en Colombie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, par exemple. Mais, après qu'ils ont exprimé une violence, ils ont utilisé une violence modérée vis-à-vis de la société à travers des choix de cibles prioritaires. Pourquoi? Parce que, moun qui ces groupes armés illicites, qui poursuivent un gain politique,
Ils n'ont pas aucun intérêt pour utiliser une violence prédatrice, tel est le cas avec nos gangs territoriaux actuels. Au point que les gangs territoriaux, ils n'ont pas fait sélection en termes de choix de cible. Ils ont ciblé deux catégories de cibles qui ont existé dans la société. Les cibles, pour ça, les cibles pragmatiques et les cibles symboliques. Et le plus souvent, ces cibles pragmatiques, ils sont privilégiés. Ce n'est même pas cibles symboliques. Alors que pour les groupes armés illicites d'obédience politique, donc qui poursuivent un gain politique, c'est plus cibles symboliques qui sont ciblées. Par exemple, des cibles qui sont liées à l'établissement. Vous voyez? Alors que je dis, depuis que nous avons rentré en activité à partir de 2018 et jusqu'à nos jours, où elle a plus visé les membres de la population. Son violence qui ciblait la population. Voilà pourquoi à un certain moment, j'ai dû intervenir contre ceux qui parlaient du risque de guerre civile en Haïti. Je disais non, il n'y a pas de risque de guerre civile en Haïti. Le seul risque qu'il y a, et ceci c'était depuis 2019, le seul risque qu'il y a, c'est un risque de guerre contre les civils. Et c'est justement ce à quoi nous sommes en train d'assister. Et depuis lors, l'ENA prend près de 5000 cas d'homicide sur l'année de 2023. Alors qu'en 2018, et sur toute l'année 2018, c'était 698, eh bien, il y a une volonté d'anéantir cette société. Vous voyez, à travers cette violence prédatrice. Si nous prenons 67 cas de kidnapping sur l'année 2018, et plus de 2500 cas de kidnapping sur l'année 2023, vous voyez cette volonté d'anéantir. Donc, à travers cette volonté d'anéantir, eh bien, gang yo pas fait discrimination par rapport à une cible qui sont si pragmatiques et une cible symbolique. Et pour une cible qui est pragmatique là, que cible supposée plus privilégiée, eh bien, c'est les cibles qui concernent la population civile ou les infrastructures qui servent la population civile. Donc, les biens de la population civile. Donc, là, on dit nous, il faut monsieur, qu'on s'est ouvert, il faut qu'on s'est parlé de qui ça parlé, il ne va pas parler de politique. Soit parler de politique, c'est que vous avez un objectif de diriger la population. Donc, non, justement, donc, l'objectif pour diriger la population, pour la population adhérer à projet de société comporté à projet de réforme, de transformation, mais projet ça va articuler autour de l'existant. L'existant, c'est les institutions, les infrastructures qui existent, quitte à eux-mêmes pour développer, pour améliorer. Mais toute institution, ça, toute infrastructure, ça, on va détruire. Mais on va détruire sans raison. Pour qu'ils soient rentrés dans banque, par exemple, pour payer banque là et pour mettre du fait là-dedans. À quoi ça a servi? Pour ça, ou entrer dans l'école, ou piller l'école là, mettre du fait là-dedans. Pour ça, ou piller l'hôpital. Mais qui rapport ça a gagné avec le projet de société ça? C'est comme si finalement on gagne le dessus, on est capable de gouverner sans l'école, sans université, sans route, sans banque et sans rien du tout. Alors que moi-même avant, nous connaissons que non. On a besoin d'infrastructures, on a besoin de moyens de production. Ils sont en train de détruire tous les moyens de production, tout simplement parce qu'ils exercent une violence prédatrice. Et c'est parce qu'ils ont exercé une violence prédatrice là depuis 2018 qui fait qu'ils rentrer dans la logique, dans la dynamique d'extension. Parce que chaque fois qu'ils rentrent dans le quartier, ils ont tellement anéanti tout facteur de production qui est sur le quartier. Ils n'ont pas besoin d'argent encore, ils sont obligés à chercher notre territoire. Les aujourd'hui notre territoire, ils ont fait même bagarre là jusqu'à ce qu'ils aient étendu. Donc, à quel moment ils ont pris conscience que c'est eux-mêmes qui entrent dans la logique d'autodestruction de la société. Non mais, et de peut-être pas eux. On a parlé tout à l'heure de choix des cibles. Est-ce que nous ne sommes pas capables de dire que c'est comme si Mdadou, c'est des plans gaillés que monsieur a fait, dans la mesure où non seulement il a détruit des infrastructures, des institutions que nous ne sommes pas capables de vivre sans eux, mais en même temps, il a choisi d'attaquer Palais, par exemple, qui c'est une cible que l'autre... Alors, excusez-moi.
Oui, alors on a dit que... Si yo agit de manière aléatoire, mais yo pas agit de manière aléatoire parce que c'est pas 50-50, c'est pas 50, par exemple, yo pas attaquer les cibles symboliques et autant que yo attaquer les cibles pragmatiques. Ou après c'est plus cible pragmatique que yo attaquer. Et cible pragmatique c'est tout ça qui a rapport avec possibilité pour population vivre bien. Donc, dans une logique de théoriser la société. Maintenant, cible symbolique, c'est ça qui a rapport avec l'État. Donc, vous parlez résidence Premier ministre et aéroport. Mais c'est les rares fois que vous attaquez cible ça, c'est des cibles symboliques. Alors que si on est rentré dans la logique de groupe armé illicite poursuivant un but politique, c'est plus cible symbolique qui t'a privilégié. Ce n'est pas la cible pragmatique, parce que si pragmatique, quel que soit le gouvernement qui vient, eh bien, il y a un devoir de protéger cible et pragmatique, parce que il y a un rapport avec la survie de la population, le bien-être de la population. Mais ce n'est pas ça là. Mais on va dire rien sur l'aéroport lui-même. Oui, je parlais. L'aéroport a son cible symbolique et tout. Son cible symbolique parce que il symbolisait la puissance de l'État, il symbolisait l'État. Donc, surtout que yo te voulait mettre menace là sous l'aéroport pour empêcher le trafic aérien et le retour du PM Ariel Henry. Il y a un monde qui dit que monsieur tellement appuyé, qu'on est là, il a attaqué banque. Est-ce que Pape Gonle qui arrive, qui paraît rien encore pour le piller? Et là, ça, qui s'est pas passé là, ça? Ah ben c'est ça, oui. C'est ça que nous parlons de la logique prédatrice. Parce que le prédateur, inconsciemment, l'élargit, il détruit toute bagaille. Mais tôt ou tard, il va détruire peut-être pas. Parce que, ouais, que même l'hôpital, il n'a pas fait attention avec l'hôpital. Donc, alors que eux-mêmes, ils ont besoin de l'hôpital. Ils n'ont pas fait attention avec les gens qui sont infirmiers, les gens qui sont médecins, alors que eux-mêmes, tôt ou tard, ils ont besoin de personnel médical. Donc, ouais, qu'ils ont entré dans une logique d'autodestruction tout sans le comprendre. Ou quoi que se comprendre qu'ils n'ont pas compris ni, ou bien ils fait la dessin, ne serait-ce que pour terroriser? Oui, ils ont fait la dessin pour terroriser parce que cette violence prédatrice aussi, quelquefois, est mise en scène. Il y a une théâtralisation de la violence. Notamment, les neutraliser un policier, par exemple, ou bien ils neutraliser une population que dit c'est antenne liée pour la police. Eh bien, nous, comment ils massacrent, comment ils torturent. Et ils ont filmé ça, et ils ont parlé sous vidéo. Donc, ils ont arrivé jusqu'au cannibalisme. Donc, il y a une mise en scène exprès et de la violence prédatrice, justement, pour faire peur à l'autre, pour faire peur à l'adversaire. Et l'adversaire n'est pas forcément l'État, l'adversaire, c'est la société. Et c'est dommage. Comment capable de considérer une société comme adversaire? Alors que yo même tout, pratiquement fait partie de société, avec la différence que yo même armé illégalement, yo choisi société comme cible, yo fait du tort, yo coupé gaz, yo mettez station gaz en rupture de stock là vous voulez, et yo boulé l'hôpital, yo boulé pharmacie, dépôt médicaments. Donc là, est-ce que pas qu'arriver on l'heure et que monsieur dit que monsieur nous fait trop? En font camper. Sans le savoir, peut-être, sont grandes questions posées là. Et c'est même une question existentialiste, on pourrait dire. Parce que pour qui ça, comment faire Yoka oser prendre société pour adversaire? Eh bien, il faut rentrer dans l'histoire, et dans le processus de marginalisation de cette classe, de ce groupe social qui compose justement les gangs. Eh bien, la faute revient à l'État d'abord. Parce que l'État a empêché à un groupe de bénéficier de l'inclusion socio-économique et que le groupe ça est obligé d'habiter dans des espaces qui souffrent de s'annuler une politique de relégation urbaine. Donc, monsieur Sayo, monsieur Dame sur l'espace Sayo, ils ont développé un processus
de l'appropriation, en sociologie, un processus de territorialisation et de socialisation qui peut créer, qui peut construire une sorte d'identité locale pour eux, qui prend la première barrière mentale entre eux-mêmes et le reste de la société. Donc, dès l'origine, ce groupe est en colère pour le reste de la société. Moi, je parlé tout à l'heure que il y a 3 catégories de quartiers. Ils même vivent dans un quartier qui est en situation de précarité. Donc, conscient que ils même esprit marginalisé. Ils sont conscients tout que il y a l'autre catégorie dans la société qui mieux pourvue que eux-mêmes. Eh bien, dès lors, ils ont développé une haine contre tout le monde qui n'a pas fait partie du groupe social Payoa. Et c'est ça, c'est une raison qui va expliquer justement et niveau violence là, violence de nature prédatrice là. Mais je dis à James Boyard, monsieur gagne pile l'argent, même si c'est dans mauvaises conditions, il gagne pile moyen, pile l'argent. Oui. Et pour qu'il ne soit pas campé. Si au début, il était toujours dit que c'est la pauvreté qui fait choisir la trajectoire criminelle, aujourd'hui, il ne peut plus dire que c'est la pauvreté, parce que il y a plusieurs nouveaux millionnaires dans mi-temps là, et pas seulement millionnaires en gouttes, millionnaires en dollars américains. Donc, mais avec l'usure du temps, ils viennent comprendre tout, pour que pour la première fois dans toute vie, ils ont accédé à une position de pouvoir. Une position de pouvoir vis-à-vis de la société, ça je dois analyser. Mais qui raison, qui facteur qui permettent moins nuancer par rapport à discours qui parlaient de désarmement et volontaire. Oui, nous sommes capables de tenter un désarmement volontaire. Mais le désarmement volontaire, là, il n'est pas privé au niveau côté la bon impact, un bon impact, tout simplement parce que monsieur Sayo, pour une fois que vous senti que vous la position de pouvoir par rapport à la société, eh bien, il n'y a pas de mettre des âmes, non. Parce que c'est feeling que vous senti, eh bien, c'est un coup de drogue lié. Parce que vous jouez n'importe grand monde, n'importe policier, n'importe chef, après le commandant, après le papa, eh bien, ils ont aimé ça. De toute façon, il y a un peu de monde qui admettent que malgré tout ça, tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Ça devrait s'arrêter inévitablement. Tôt ou tard, il n'est pas qu'à continuer comme ça. Et je crois que même monsieur Arméo, il connaît. Mais comment ou même réfléchir à une situation ça t'a doué camper, m'apprends ça avec vous lundi après pause là. Encore une fois, professeur Boyard, merci pour disponibilité. À tout à l'heure après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Il est enseignant, chercheur, expert en sécurité, le professeur James Boyard est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, le professeur James Boyard, expert en sécurité. Et monsieur attaqué Palais National. Bon, il y a un peu de monde qui dit que ça n'a pas trop bien passé pour eux. Hier, ils ont attaqué Banque Centrale, dans le pavé. Il y a un monde qui dit tout que ça n'a pas trop bien passé pour eux. Côté que tu as pour petit, n'importe 3 ans qui mourent. C'est une situation qui a développé en plus de terrain que nous avons gagné, plus de territoire qui a perdu, société civile là impuissante, la police paraît parfois dépassée. Comment, selon vous-même, James Boyard, l'armée est capable d'impliquer davantage? Parce que selon l'information qui est disponible, l'armée commence à impliquer. C'est le cas, par exemple, pour l'aéroport. Et d'autres côtés encore, ils disent que l'armée bat un coup de main. Pour permettre que la société arrive plus ou moins, qui gens comprennent le rôle que l'armée d'Haïti, aujourd'hui, a dû jouer dans la recherche de solutions à la crise sécuritaire là.
D'abord, avant de répondre comme précision, c'est que l'armée, les forces armées dans tout pays, les forces armées n'ont pas vocation d'intervenir dans la juridiction interne d'un pays. Ça, c'est la règle générale en termes de doctrine d'emploi. Mais par rapport à cette règle générale, il y a des règles d'exception. Et une règle d'exception, c'est lorsque l'État fait face à des périls graves. Eh bien, une péril grave, c'est la situation que nous la donnons depuis au moins 2019, qui baille droit à l'armée d'Haïti d'intervenir dans la juridiction interne pour appuyer les forces de police de manière exceptionnelle. Et ceci, en général, se fait dans le cadre d'un régime d'exception, que y aurait l'état d'urgence sécuritaire, que y aurait l'état de siège, mais un régime d'exception qui est appliqué, qui est adopté. Et régime d'exception, si c'est l'état d'urgence lié, ce n'est pas non qui est important le moment. Ça qui est important, c'est compte tenu état d'urgence. Parce que l'état d'urgence, ça le permet tout faire comme régime d'exception, il lui permet tout adopter des mesures exceptionnelles ou pas capable de droit adopter du cours normal de la vie sociale et politique dans le pays. Et un moyen exceptionnel, c'est le fait de pouvoir mobiliser les forces armées. Donc, ce qui fait que vous mobilisez les forces armées, oui, mais vous mobilisez les forces armées tardivement. Pour qui ça? Parce que depuis 2019, nous avons fait face à une insécurité de niveau de défense. Ce n'est pas une insécurité de niveau judiciaire, il y a encore, auquel cas nous avons limité nous à l'emploi des forces de police et des tribunaux de droit commun ordinaire. Eh bien, nous faisons face à un niveau de menace, à une menace de niveau de défense, auquel cas on aurait dû depuis longtemps déployer des moyens exceptionnels. Mobilisation des forces armées, mais quitte à même mettre en place des juridictions spéciales, mais également mobiliser des ressources financières exceptionnelles aussi. Exceptionnelles parce que personnel, unité spécialisée, ça, notamment pour la police, eh bien, il faut être capable de mettre en confiance ou des primes exceptionnelles. Je dis à plein, on dit que des policiers qui sont corrompus parce qu'ils ont comme employeur ISO, ils ont comme employeur barbecue. Ou même l'État, et puis on vit une situation exceptionnelle, et puis ce n'est pas vous-même qui fait en sorte que ou encadrer ou policier ça au moyen, et puis vous capable de se sentir confortable en confiance. Parce que vous prend des risques exceptionnels. L'on parle de moyens. La police n'est pas faite pour ces genres de situations, mais comme c'est la police qui a gagné, vous obligez à employer, mais fort en retour, ou mettez dans des conditions acceptables. L'on parle de moyens. Oui, je suis d'accord avec l'emploi des forces armées. Mais là encore, ce n'est pas emploi et forces armées qui est important, c'est la coordination entre les forces. C'est la stratégie que suivent justement ces deux forces. L'on parlait de moyens, est-ce qu'on parlait d'un nouveau traitement, reconcevoir, le traitement accordé aux membres des forces de l'ordre? On a parlé de moyens, équipements, on a parlé d'augmentation salariale, on a parlé de primes de risque. Est-ce que c'est de ça qu'on a parlé? On ne peut pas même arriver à l'augmentation salariale qui est un moyen pour agir sur lui de manière structurelle. On a parlé de primes exceptionnelles, puisque bon conjoncture pour répondre à l'urgence, eh bien, pour ou dégager ou mobiliser au moins une prime exceptionnelle ou qu'on a limité uniquement au personnel des unités de terrain. Par exemple, en dehors de ces moyens, d'autres moyens exceptionnels, eh bien, la police n'a pas doit utiliser des armes aussi sophistiquées, puisqu'il faut agir sur l'urgence. On est en situation de péril grave, et donc capable de faire achat des armes de plus en plus sophistiquées pour la police, y compris des véhicules blindés d'appui-feu. Vous comprenez? Et y compris des boucliers tactiques pour policiers, y compris des drones et des drones d'application semi-militaire même, pour ne pas dire nous militaires capables de cibler un sujet au sol. Nous pas de bagage ça yo?
Mais si nous ne mais l'État a une capacité pour battre tête li bagay ça yo. Parce que l'État joue sa survie. C'est pour cela qu'on n'a pas compris pourquoi l'État n'a pas réagi, tout simplement parce que l'État avait un seul plan. Le plan de l'international de s'appuyer sur l'intervention d'une force internationale. Pourtant, moi, on ne saurait être contre cette intervention, mais en attendant cette intervention, on aurait dû, depuis au moins 3 ans, se donner les moyens locaux. Non, alors, où se dit là que tu es chef cabinet Normil Rameau, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est toujours un plan que nous avons toujours gagné? Évidemment, on ne peut pas oublier que, même dans les moyens me rapporter ça, me parler de stratégie et de la méthode des 3C qui commençait avec le confinement. Et deuxième, c'est la confrontation. Et troisième, c'est la consolidation de la paix. Eh bien, déjà, dans le confinement, c'est ces premières phases que Ramon Normil a exécutées. Mais il était retourné en arrière sous ça. Bon, c'est une, comme on dit, nous ne pas retourner sous ça. C'est une raison qui fait que nous allons demander cherchons l'autre chef de cabinet. Parce que moi-même, ma réflexion stratégique à l'époque m'avait permis justement de faire ce qu'on appelle une analyse de risque, une analyse prévisionnelle qui me permettrait de croire que la dynamique sera encore plus compliquée si on n'arrivait pas à confiner au moins les gangs, laissant le temps au service de renseignement, eh bien, de trouver les renseignements opérationnels nécessaires pour passer au deuxième C, la deuxième phase qui est la phase de confrontation. Mais nous ratons tout le train. Je dis, on pensait que nous avons même réfléchi à ça, à un confinement éventuel des gangs? Non, non, parce que le confinement était possible, parce qu'à l'époque, les gangs restaient dans leur zone de refuge et débordaient sur les grands actes de manière épisodique et revenaient dans leur zone de refuge. Maintenant, les gangs sont partout, sont presque partout. Donc, ils ont trop infiltré. Et puis, on entend le territoire maintenant, on passer à une stratégie de confinement maintenant. Au contraire, maintenant, il faut passer à une autre stratégie, quitte à revenir à la stratégie, à la méthode de 3C. Après, il faut passer à une stratégie, bon, par exemple, la stratégie du cercle extensible, puisque bon noyau encore qui peut contaminer dans le territoire haïtien, à partir de ce noyau, on peut développer une stratégie pour repousser les gangs vers les périphéries à partir de ce noyau et chaque espace que vous récupérez, vous appliquez une stratégie de politique zéro qui fait que vous cherchez, s'il le faut pour faire du porte-à-porte, accompagné par la population pour chercher tout gang, tout élément qui a représenté une menace dans l'espace ça, jusqu'à ce que l'espace ça tourne en espace orange, jusqu'à ce que l'espace ça tourne en espace vert, et puis de plus en plus vous repoussez vers la périphérie. Une fois où vous finissez repousser vers la périphérie, eh bien, Kounia est capable et vient avec la méthode des 3C, notamment avec le confinement. Est-ce qu'il y a un modèle qu'on a expérimenté déjà? Déjà, la stratégie du cercle extensible, c'est une stratégie que Mario-André Sol, par exemple, proposait. Et dans l'autre stratégie qui parlait de la stratégie de toile d'araignée, et c'est le feu d'Annie Toussaint qui devient avec autant de la police intérimaire qui débat des résultats. On a des stratégies auxquelles on peut recourir. D'accord? Mais il est vrai de dire aussi que la situation est telle aujourd'hui qu'on a besoin d'un appui d'une force internationale. De toute manière, on ne peut pas revenir en arrière, puisque la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2699, a établi ce fait sous l'égide du chapitre 7 d'ailleurs. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, ce qu'il convient de faire maintenant, ce n'est pas de dire qu'on n'a pas besoin de force internationale, on ne peut pas. On ne peut pas empêcher l'intervention d'une force internationale. Ce qu'on peut faire, c'est de s'organiser, et là je m'adresse à l'État, c'est de s'organiser de sorte à profiter le plus possible des résultats de cette force pour ne pas rentrer, pour ne pas prendre le risque de connaître le même sort qu'au temps de la MINUSTAH. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit mettre en place un mécanisme pour encadrer et orienter stratégiquement cette force de manière à profiter, de manière à optimiser les résultats de cette force, notamment à travers 2 objectifs stratégiques.
la neutralisation de l'espace criminel et des infrastructures et la neutralisation des acteurs criminels, notamment les chefs de gang. Alors, il y a des gens qui sont capables de suivre nous là, capable de dire que c'est de beaux conseils, c'est qui est très théorique, ça va dire là. Et si vous n'avez pas ça. Non, il n'est pas théorique, non. Il n'est pas théorique parce que la construction que l'État a mobilisé, a réactivé, que y aurait le Conseil national de sécurité, ces mécanismes ça, c'est ce seul mécanisme ça d'ailleurs que l'État a gagné, que l'État a activé, qui a joué le rôle de ça pour lui. Heureusement. Non, mais en urgence qu'on est là, James Boyard, en toute urgence qu'on est là, par rapport à ça, nous vivons aujourd'hui là, dans Port-au-Prince ou bien dans le département de l'Ouest là, en toute urgence. Alors, je me pose une question, excusez-moi si je me pose comme ça. On imagine par exemple, je dis là, Premier ministre AI Boisvert, M. Boisvert, Tarelo, Lidouka, bon mon conseil pratique, qui ça me dit qu'à faire la cournie là pour sauver ce qui peut l'être, je dis là, qui ça dit? Déjà, il faut agir sur deux frontières. Et la première chose, il faut remotiver le personnel policier. Parce que pour la plupart, ils sont démotivés. Ça prend plus le temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Non, on n'a pas besoin de temps non, pour motiver au monde. Parce qu'on a construit confiance là, et à partir d'un discours et des mots bien choisis. Mais il ne faut pas rester derrière les mots seulement. Il faut venir avec des actions. Les actions, c'est-à-dire des moyens. Alors, ce qu'il faut faire, maintenant, il faut au moins développer une stratégie qui permettrait une certaine, qui pourrait maintenir une certaine stabilisation. Stabilisation et empêcher aux gangs de gagner davantage de terrain ou d'intervenir encore plus. Mais pour ça, il faut renforcer les moyens et la police en termes de capacité et d'intervention, mais aussi il faut jouer sur la coordination et le positionnement des unités sur le terrain. Je dis à Wap marcher dans la rue ou pas jamais un policier dans la rue, tout policier dans le commissariat. Il y a un problème. On ne peut pas livrer l'espace aux gangs. D'accord? Il y a une façon de déployer les forces sur le terrain pour empêcher au moins aux gangs de prendre le risque et de passer d'un point A pour aller vers un point C, par exemple, si on occupe le point B. Vous voyez? Donc, il faut compter avec la coordination. Donc, tout ça, c'est pour parler du leadership aussi et des moyens et la motivation qui vient avec. Et proposition Salvador, là, par rapport au Kenyan qui a tergiversé, ça l'a suggéré. Bon, ce qui est étonnant, c'est que c'est une proposition que moi-même, j'avais formulée déjà dans l'ouvrage en 2021, parce que j'avais cité au moins trois pays de l'Amérique centrale, et notamment le Salvador et le Honduras, mais j'avais précisé le fait que ces pays pouvaient nous soutenir dans le cadre d'une coopération technique, dans le cadre d'échanges de formation, d'échanges de savoir, d'échanges de bonnes pratiques en matière de lutte anti-gang, en matière de lutte anti-guérilla, parce qu'ils ont de l'expérience. Lorsqu'on me parlait à une certaine époque de la volonté du Canada d'intervenir, je disais, mais non, mais le Canada n'est pas expérimenté en cette matière, ne connaît pas ce genre de situation. Le Canada ne pourrait pas nous aider au niveau opérationnel, mais au niveau technique, au moins, on pourrait compter sur la formation du Salvador. Mais je n'étais pas trop favorable à une coopération opérationnelle à l'époque. Pourquoi? Parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Parce qu'on était suffisamment outillés pour pouvoir intervenir et pour nos propres moyens au niveau, sur le terrain. Il suffit d'avoir le bon réflexe et les bonnes pratiques. Si on a les bonnes pratiques, eh bien, on a l'effectif nécessaire pour intervenir, on a la volonté nécessaire pour intervenir. Voilà pourquoi aussi que j'avais profité pour disqualifier l'offre de la Russie, parce qu'il y a une autorité russe qui avait fait un tweet pour proposer son offre également de soutien. J'avais mis en garde le gouvernement à l'époque, parce que la Russie n'est pas le meilleur partenaire stratégique qu'on peut trouver au monde. Et à l'époque, dans l'ouvrage, vous allez voir, j'ai dû venir avec des exemples de partenariats stratégiques développés par la Russie avec certains États de l'Afrique
pour montrer que ça, la Russie a cherché, c'est autre chose que la sécurité de ces pays. Maintenant, nous pas finir, mais on va parler de Kenya. Oui, eh bien, pour force là, finalement, c'est quoi que pas que résolution nommée Kenya, non, mais il fait allusion de manière tacite à Kenya. De toute façon, c'est Kenya qui propose tête. Donc, c'est Kenya qui propose tête qui prend tête et force internationale, ça, qui a ce qu'il y a associé avec d'autres États. On ne peut pas parler de Kenya parce que, aux dernières nouvelles, les Kenyans attendent l'émergence, la mise en place du nouveau gouvernement. Et peut-être qu'à ce niveau, il revient aux autorités politiques haïtiennes de se presser de s'activer de manière à ce que les Kenyans puissent intervenir le plus vite possible. Mais là encore, ce n'est pas le fait que Kenya est intervenu rapidement qui solution. C'est le fait que Kenya est venu mettre en place une structure, un Conseil national de sécurité qui est capable de prendre en charge. Parce que si les Kenyans interviennent aujourd'hui, il y a deux risques auxquels on peut s'attendre. Le premier risque, puisque les Kenyans, ils n'ont pas la maîtrise du contexte local, donc il y a le risque que des acteurs dominants, des acteurs privés même, instrumentalisent la force à leur propre fin. Même acteurs qui qu'on a instrumentalisé gang, je dis qu'on a instrumentalisé subtilement les Kenyans, ils ont des cibles qui ne sont pas des cibles objectives. Vous comprenez ça, là? Et deuxième risque là, acteurs sont capables. J'aurais dû commencer par ce risque-là, parce que ça s'est déjà produit dans le cadre d'intervention de forces internationales. C'est que mandat Nations Unies là, à travers résolution, la force qui intervient détourne le mandat à ses propres fins. Parce que si la force ne trouve pas une structure pour l'encadrer, pour lui donner un cadrage en termes d'objectifs stratégiques, la force aura la possibilité de décider de la compétence de sa compétence. C'est très grave, oui, ça, on dit là, s'il arrive matérialiser. Moi-même, c'est stabilisation, c'est interposition, moi, je faire. Ça veut dire qu'il déployer sur les grands axes et dans certains lieux stratégiques, il disposer, et puis c'est tout. Et puis, mois passé, alors qu'il faut rappeler qu'il ne leur reste qu'à peine 6 mois. Moins de 6 mois. Okay. Même si la résolution leur a accordé une durée de 12 mois initiale, mais cette durée commence à compter dès le vote de la résolution qui a été adoptée, je le rappelle encore, le 2 octobre et de l'année dernière. Pour nous finir, est-ce qu'on croit qu'avec plus de milliers de soldats, environ entre 8 et 10 000 ou 12 000 policiers, assortis d'un certain nombre d'unités spécialisées, vous pensez que nous sommes obligés d'arriver là et que Haïti n'a pas qu'à résoudre le problème ça que le gagne, professeur? Haïti n'a toujours résoudre si nous prenons ça à temps. C'est ça que me dit nous qu'on avait encore la possibilité de prendre la main, et ceci depuis Ramon Normel. Et de prendre la main sur ce phénomène. Donc là, c'est une situation pourrie. Donc, pas de moyens pour nous résoudre pour contre nous. Nous sommes obligés d'être en étranger. Soutien pas de trop, de toute manière. Soutien pas de trop, surtout que nous avons des moyens matériels que nous n'avons pas gagnés, que nous espérons que Force Labine avec. Parce que, par exemple, on a bien besoin d'un soutien aérien, et ne serait-ce qu'en termes de drones, par exemple. D'accord? Des drones d'application et drones de surveillance, mais aussi drones capables de cibler des sujets au sol et réaliser des frappes chirurgicales, par exemple. Vous pensez au Conseil de sécurité, une fois mis sous place bien rapidement, il n'y a pas de pour devoir commander les bagages pour Haïti, même pour que nous ne soyons pas obligés. Parce que jusqu'à présent, pour qu'on gagne clair, pourquoi gagner dit que nous ne pas prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avant que l'étranger ça débarqué. Entre-temps, pas que ça belle pour personne, sauf pour gagner, bien que même tout, dans toute attaque que vous faites, de toi de mourir là-dedans. Mais vous êtes plus loin que ça, il n'y a pas de problème de toi de mourir.
Mais société... Oui, d'où l'intérêt de s'activer pour au moins commander les moyens qu'il faut aux forces publiques. Mais il y a des gens qui n'ont pas senti que l'autorité haïtienne fait de questions de sécurité une priorité jusqu'à aujourd'hui là. Parce que ce n'est pas seul le gouvernement haïtien, ça, non, c'est un certain nombre de gouvernements haïtiens antérieurs qui seulement étaient alignés en matière de sécurité sous logique de coopération de substitution. Un exemple, Préval avec la signature de l'accord entre Madeleine Albright, est-ce que c'est elle? Oui, c'est ça. L'accord qui permet justement aux gardes-côtes américaines d'avoir... Madeleine, oui, c'est ça, Préval, Madeleine Albright, sous Préval. Oui. Mais cet accord a été mal négocié. Cet accord a été très mal négocié. Parce que même si, et c'est vrai que ça permet à Américains de gagner un moyen en plus sur la répression de la drogue, mais Haïti, ça le gagne en retour. Parce que réprimer la drogue, c'est surtout, ça fait surtout l'affaire des Américains. Mais en retour, Haïti, ça le gagne. Il faut signer un accord, il faut une disposition qui pour dire dans l'accord, écoutez, et en échange, dans un délai ou un délai en termes d'années, un bien garde-côte moyen a bien moyen aux capacités suffisantes pour les autonomes par rapport aux garde-côtes américaines. Maintenant, les garde-côtes américaines, en raison de l'accord, les Américains n'ont plus besoin, n'ont aucun problème que les garde-côtes haïtiennes cessent d'exister. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle la coopération de substitution. Maintenant, pour bien négocier ces genres de sujets, il vous faut, dans des postes clés, un leadership éclairé. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un sur lequel il n'y a aucun doute en termes d'antécédents, d'implication dans des activités douteuses dans le passé, sur lesquelles une force étrangère pourrait jouer, un acteur étranger pourrait réaligner et sur ses intérêts. Non, il faut non seulement des gens compétents, mais des gens intègres. Professeur James Boyard, c'était un plaisir pour nous t'étendre au matin. Merci pour le conseil au bail de la République. J'espère que après des oreilles attentives à ce qu'on dit et que bientôt capable d'utiliser et mettre à profit. Merci encore une fois pour disponibilité à Métropole. C'est un plaisir pour moi. C'est un devoir. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Il est expert en sécurité, James Boyard, l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.